au moment où les UPCistes criminels qui ont eu la prétention de lancer la lutte armée, qui n'a pas tué les Occidentaux, qui n'a pas tué les militaires de l'armée française, qui a surtout tué les Camerounais qui avaient une opinion autre que celle des UPCistes, au moment où cette lutte armée est lancée, eh bien, il y a des acteurs politiques camerounais qui n'ont pas fait la lutte armée et c'est eux qui sont arrivés au pouvoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de L'Écran. L'Écran, c'est votre nouveau rendez-vous de l'interview sur la plateforme Ozone. Merci à vous d'avoir été nombreux à nous suivre pour la première édition. Continuez à vous abonner sur nos différentes plateformes et nos pages sur Facebook et suivez-nous sur notre chaîne YouTube Ozone. Merci à vous, continuez de vous abonner. Et pour cette deuxième sortie de L'Écran, nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir avec nous un autre homme politique qui a longtemps milité dans les rangs du Social Democratic Front, le SIF, parti de l'opposition. Sanctionné en 2015 par son parti, il décide de démissionner en 2016. En 2019, il lance son mouvement, ou d'abord une plateforme, la plateforme Kaontal, qui était dédiée aux législatives cette année-là. Puis la plateforme deviendra un mouvement, le mouvement Kaontal. C'est également une personne jugée, personne à polémique par plusieurs internautes. C'est également quelqu'un qui a des positions tranchées. Il est également le défenseur de la cause Sawa. Abel Elibi Lobé, notre invité, pour cette deuxième sortie de L'Écran. Merci Abel Elibi Lobé d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à notre émission. Merci Albertine, et j'ai le privilège d'être deuxième dans une aventure qu'il nous faudra soutenir parce que j'appartiens à ceux qui combattent le supposé monopole dont a voulu se donner quelques entrepreneurs des médias et qui commençaient à vouloir manipuler l'opinion, amener cette opinion dans des directions qui ne consacrent pas la liberté et qui empêchent les gens de penser par eux-mêmes parce que les faits, les événements, l'histoire sont manipulés, travestis, etc., etc. Il était donc nécessaire de soutenir toutes les initiatives qui peuvent permettre d'avoir un autre son de cloche, une autre façon. Et je suis ravi que la plateforme Ozone aussi est venue dans cet univers néanmoins qui semble être un grand panier à crabe. J'ose croire que vous allez trouver vos marques. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Abel Elibi Lobé, il faut rappeler que justement à Ozone, nous essaierons tout au long de cette aventure que nous venons de lancer, de donner la parole à tout le monde et d'inviter tous les sons de cloche. Nous sommes ouverts à toutes les sensibilités et il faut rappeler que cette émission, ou alors ce rendez-vous de l'interview ne sera pas que politique puisque nous allons recevoir également des personnalités venant d'autres bords, de la culture, de la musique. Ozone est ouvert à tout le monde, aussi bien que L'Écran. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci et je vous préviens, je ne suis pas sûr que vous allez être exempt des pressions que certains milieux qui commencent à s'identifier comme des milieux qui veulent décider du monde de la presse dans quel sens il doit aller. Et donc, il n'est pas exclu qu'après mon passage ici, vous soyez assaillis d'appels à gauche et à droite pour vous dire, mais pourquoi vous avez reçu monsieur? Nous avons commencé à être assaillis par des messages. Promettez-moi que vous allez résister. Non, on va essayer de résister. De toute façon, lorsqu'on a annoncé votre émission, parce qu'on l'a annoncé justement, il y a des personnes qui nous ont dit, mais pourquoi est-ce que vous allez le recevoir? Et nous, on va répondre qu'on veut vous entendre aussi. Non, il faut surtout on veut vous entendre, on veut comprendre ce que vous avez à dire et on pense que c'est normal. Il faut surtout leur dire que
ils sont bienvenus dans le monde de la démocratie et nous regrettons qu'en utilisant la démocratie, ils veuillent tuer la démocratie. Vous savez, le nazisme est arrivé par la démocratie. Et le nazisme a voulu supprimer la démocratie. C'est un peu ce que nous sommes en train de vivre. Nous nous sommes battus pour que vous existiez. La liberté d'expression et au plus fort de la liberté d'expression, les gens qui croyaient que la liberté d'expression, c'est simplement pour critiquer Paul Biya, découvrent qu'ils peuvent faire l'objet de critiques eux-mêmes. Et ils ne supportent pas ça. On les comprend. Ils ne savent pas que la liberté de penser peut être bonne un coup pour vous et un coup mauvaise, surtout si vous méritez d'être vu comme un mauvais. Albert Lady Blobet, rentrons déjà dans cette interview. Mais avant, nous avons un petit rituel. Nous avons souvent décidé de commencer en offrant un présent ou un souvenir à la personne que nous recevons. Et moi, c'est un présent que j'ai choisi pour vous. Je l'ai pris dans ma bibliothèque. C'est une brochure Religion traditionnelle africaine et relations d'aide de Karl Grébé et Wilfried Fon. Vous allez découvrir dans ce livre justement le rapport entre les religions africaines et les religions d'aujourd'hui. C'est un livre, moi, qui m'a inspiré et je vous l'offre parce que je sais que vous avez dans votre vie, la religion a une place très importante. D'ailleurs, vous ne vous séparez presque jamais de votre Bible. Merci beaucoup pour l'ouvrage. Je dois vous faire la confidence que je suis un anticlérical, contrairement à ce qu'on croit. Mais je suis tolérant. Je suis profondément attaché à la liberté de culte parce que je pense que les enseignements sacrés permettent aux gens d'avoir une forme d'harmonie. C'est vrai qu'il y a des dérives. C'est vrai que certains enseignements sacrés virent vers une forme d'intolérance qui justifie parfois les extrémismes qu'on a vus à gauche et à droite. Donc, je crois que tous ceux qui pensent aux religions traditionnelles africaines ont leur place dans le grand microcosme de la pensée et que il est normal qu'on exalte aussi notre façon de voir la relation entre l'homme et le cosmos, l'univers, l'au-delà. Les religions qui nous sont venues des autres continents ont fait leur preuve. Nous devons promouvoir aussi notre façon de voir. Oui, je suis d'accord avec l'existence des cosmogonies africaines, des mythologies africaines également, et je puise beaucoup dans la sagesse ancienne africaine. Donc, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai beaucoup fait référence à la Bible comme un trésor de sagesse sacrée. J'ai fait un choix qui voulait que l'on se rende bien compte que nous sommes une société assez attachée à la croyance. La société camerounaise est en très grande partie chrétienne, en très grande partie musulmane, et on rencontre même des gens qui sont tout ça à la fois. Ils sont dans nos religions traditionnelles africaines, tout en pratiquant les religions révélées d'autres sociétés. Tout ça peut être des grands trésors d'intelligence, de sagesse qu'il ne faut pas jeter par la fenêtre. Et je dois dire à ceux qui sont un peu heurtés quand je fais référence au livre sacré que si je vais dans la maison de tous nos téléspectateurs, je trouverai pas beaucoup les livres de Cheikh Anta Diop. Je vais trouver la Bible ou le Coran ou bien les monographies de Confucius ou d'autres livres des religions révélées asiatiques. Voilà, ça aussi, c'est une particularité du Cameroun, qui est une société assez ouverte à tous les courants de pensée. C'est pour ça qu'il y a un foisonnement de sectes religieuses. Je suis issu d'une famille qui a souffert de l'intolérance religieuse. Mes parents étaient témoins de Jéhovah. Et vous savez, dans les années 72, la religion de témoins de Jéhovah avait... On ne comprenait pas qu'il y ait des gens qui estiment que les gouvernements des humains ne régleront pas les problèmes du monde. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a persécuté les témoins de Jéhovah inutilement.
Les gens sont allés en prison sans être jugés et tout le monde découvre que ces gens n'ont aucune sorte de, ne représentent aucune sorte de menace. Parce qu'aujourd'hui, vous pensez également que les gouvernements humains ne régleront pas les problèmes du monde? Non, non, non. Nous pensons, moi j'appartiens à la catégorie qui pense que le monde est gouverné par les humains. Dieu peut-être nous aide, mais la parole sacrée que nous considérons comme sacrée sans jamais avoir la preuve, ces paroles, quand on les lit, elles ont ceci de particulier qu'elles restent toujours actuelles. C'est d'ailleurs ce qui donne l'impression qu'elles sont vraiment sacrées. Quand vous voyez, j'évoque souvent des problèmes d'ordre moral, et vous voyez que c'est comme si ceux qui ont écrit nous voyaient en train de nous comporter maintenant. C'est vrai dans le Saint-Coran, c'est vrai dans la Sainte Bible, c'est vrai dans les sagesses de Confucius et de bien d'autres grands maîtres à penser qui ont structuré l'activité religieuse. Donc les livres sacrés existent, ils sont importants, tant pis pour ceux qui, par une espèce de fanatisme régressif, pense que quand je m'assois sur des plateaux de télévision, je devrais essentiellement citer Théophile Obenga, ou bien Cheikh Anta Diop, ou bien Camara Laye, ou bien Aimé Césaire. À chacun ses repères. Et j'en passe. Encore que, si je les cite, je suis pas sûr que sur 1000 personnes qui m'écouteront, il y aura une majorité qui se retrouvera 150 seulement qui sauront qui est Aimé Césaire. Voilà. Maintenant qu'on a retiré même les œuvres de Césaire, Camara Laye et tout ça de nos programmes, mais eh bien nos enfants d'aujourd'hui, pour peu qu'ils vont atteindre les classes de terminale, vont devoir étudier la philosophie ancienne, Socrate, Hobbes et bien d'autres, lorsqu'il faudra étudier l'état de société, ainsi de suite. C'est des choses qui ne changent pas. C'est des valeurs absolues. Et la Bible s'inscrit là-dedans. Les autres livres sacrés, le Saint-Coran s'inscrit aussi là-dedans. Abel Elimbilobé, commençons, poursuivons par cette actualité brûlante et il faut le préciser peut-être pour nos internautes, c'est véritablement ce qu'on peut appeler un hasard de calendrier parce que vous avez déjà répondu à notre invitation, on avait déjà entamé le processus de cette émission lorsque cette actualité, l'événement dont je vais parler est arrivé. Je vais parler bien sûr de cette suspension de l'émission à Info TV, l'émission Libre Expression, mais également du journaliste parfait à ici. La nouvelle est tombée jeudi dernier après un conseil ordinaire du CNC, le Conseil national de la communication. Le journaliste est suspendu pour un mois. L'émission Libre Expression aussi et également le fondateur de cette télévision, on va dire comme ça, le président du conseil d'administration de cette télévision. Et vous êtes un peu à l'origine de cette suspension puisque le CNC estime que les propos que vous avez tenus dans cette émission-là sont d'ordre conflictogène, ce sont des propos jugés injurieux qui auraient donc amené à la suspension de ce programme, des propos que vous avez tenus à l'endroit d'un héros national, Wandje. Comment est-ce que vous avez réagi à cette sortie du CNC? Vous avez fait une petite réaction sur votre page, mais est-ce que vous pouvez la préciser ici en quelques mots? Oh, je pense que le CNC se laisse prendre sous l'influence des milieux qui aimeraient que la culture du mensonge, la désinformation prenne le dessus sur la vérité des faits. La vérité n'est pas faite pour plaire. Elle est faite pour libérer les gens des chaînes du mensonge, de la désinformation. Le CNC agit à un moment où je dis quelque chose qui a déjà été dit avant. Il était là. Le ministre Jean de Dieu Momo, dans une interview dans la même chaîne, avait déjà dit cela, sans que cela ne fasse l'objet de ressentiments particuliers, probablement parce que ceux qui veulent instrumentaliser cette vérité historique en la mettant sous le boisseau pour laisser triompher leurs états d'âme personnels, ne pouvaient pas qualifier Monsieur Jean de Dieu Momo de tribaliste puisqu'ils sont probablement de la même ethnie. Vous savez, si c'était les Douala qui me jugeaient, ils n'allaient pas dire que je suis tribaliste.
Parce que on pense que quand on est de la même ethnie, on ne peut pas avoir des positions contre cette ethnie-là. Vous pensez que Voilà. le CNC a réagi face à la pression du tollé que votre sortie a créé, notamment sur la toile et au sein de cette communauté Je dont est pense que le originaire? CNC a aidé d'une certaine manière à ne pas sacraliser la vie humaine. Il aide les gens à avoir du mépris pour la souffrance des victimes, des agissements de certaines personnes qui s'arrogent le nationalisme camerounais en faisant croire que le nationalisme, c'est la liberté d'être criminel au motif qu'on défend une cause politique. Ce que le CNC aurait dû certainement promouvoir, c'est ce que j'ai déjà dit dans une autre émission qui a d'ailleurs suivi celle qui dérange quelques individus. Et j'ai dit là-dedans que au moment où les UPCistes criminels qui ont eu la prétention de lancer la lutte armée, qui n'a pas tué les Occidentaux, qui n'a pas tué les militaires de l'armée française, qui a surtout tué les Camerounais qui avaient une opinion autre que celle des UPCistes, au moment où cette lutte armée est lancée, eh bien, il y a des acteurs politiques camerounais qui n'ont pas fait la lutte armée, et c'est eux qui sont arrivés au pouvoir. Et ces acteurs politiques, c'est André-Marie Mbida, qui n'a versé le sang de personne, qui, au moment de tous ces faits-là, et il faut que peut-être à l'intérieur du CNC, qui a un déficit de connaissances historiques, qui peut fonder des positions à géométrie variable comme celle-là, mais il faut qu'on sache que André-Marie Mbida est constamment élu par le peuple camerounais dans les institutions démocratiques coloniales. Parce que vous savez, entre la date de création, par exemple, de l'UPC en 48, jusqu'à 60, jusqu'à l'avènement du parti unique, l'environnement politique est démocratique. Il y a les syndicats. L'UPC procède d'un mouvement syndicaliste fondé par Donat, qui était un instituteur français qui vivait ici et qui a fondé le cercle d'études, je crois, syndicales d'abord, et le cercle d'études syndicales va évoluer pour devenir finalement l'UPC. Et nous sommes là dans cette ambiance de multipartisme aussi, avec l'UPC, mais avec d'autres partis, la JECAFRA, etc., etc. Tout ce foisonnement démocratique-là montre très bien que ceux qui avaient choisi de rester attachés aux valeurs démocratiques, entre autres que sont le respect de la vie humaine, c'était eux qui incarnaient le vrai idéal. André-Marie Mbida va être élu à l'Assemblée de l'Union française pour parler du Cameroun là-bas et défendre l'avènement de l'indépendance. Très bien. Il n'a pas eu besoin pour cela de verser le sang. Il n'a pas eu besoin de déclencher une lutte armée de toutes les façons qui allait se sonder par un échec. Vous ne revenez donc pas sur ces propos, vous ne vous sentez pas du tout coupable de les avoir tenus et vous n'y voyez aucun outrage ni à l'histoire de notre pays, ni à une communauté. Non, pas du tout, puisque l'État du Cameroun lui-même arrête Ernest Ouandjé, pas parce qu'il fait la politique. Ernest Ouandjé a été... Mais il est réhabilité. Peu importe. Ernest Ouandjé... Réhabilité, c'est un peu comme relaxé. Non, pas du tout. C'est même plus que cela. Réhabiliter, c'est pardonner. Oui, justement. Si on pardonne, c'est parce qu'il y a eu faute. Mais pourquoi est-ce que vous ne pardonnez pas, vous? Non, je n'ai pas dit que je ne pardonne pas. J'ai simplement évoqué la faute qui est à l'origine du pardon. Alors, on Donc, va continuer. Si les gens refusent qu'on évoque la faute, ils ne permettent pas qu'on comprenne le sens du pardon. Très bien. Alors, on va pas rester sur cet aspect. Je le disais, lorsqu'on
on est en train de concevoir cette émission. Le sujet n'était même pas encore posé, mais on devait commencer par là pour être honnête avec l'actualité. On va poursuivre parce que la question que moi je voulais poser pour débuter, c'est comment est-ce que se porte le mouvement Kaontal, Abel Elimbe Lobey? Alors, où est-ce que vous en êtes? Et je voulais demander finalement qui est dans ce mouvement aujourd'hui, qui constitue le mouvement Kaontal? la presse a du mal à être d'actualité. Je comprends vraiment pas. Et dès qu'on parle politique, on croit que il faut absolument se référer à un parti. Donc, quelque chose qui n'est pas un parti, on a du mal à l'appréhender telle qu'elle est vraiment. On l'assimile à autre chose. Peut-être ça permet de mieux comprendre. Kaontal n'est pas un parti politique. On n'a jamais déposé les statuts de Kaontal. Kaontal n'est pas quelque chose qu'on peut interdire. C'est un mouvement? Ou autoriser. C'est une plateforme? Kaontal est une stratégie. C'est une idée de la manière dont il faut procéder pour gagner les élections, pour évincer le RDPC. C'est une stratégie qui a été mise sur pied pendant 6 mois par un ensemble d'acteurs politiques plus ou moins connus. Nous avons travaillé au domicile d'un des patriarches de la politique. 2017. 2017. Pendant 6 mois, je venais à peine de sortir du SDF et j'avais déjà, étant à l'intérieur du SDF, commencé à travailler sur la recherche des causes objectives de nos échecs à répétition. Depuis 2007, je collectionne les données, pas seulement les résultats des élections. Parce que quand on parle des élections, on ne parle que des résultats. Moi, je suis allé au-delà des résultats pour voir qu'est-ce que font les partis avant les élections, comment ils vont aux élections, et ensuite, que deviennent ces élections en termes de résultats obtenus. Ce travail-là m'a permis d'arriver premièrement à la conclusion que nos échecs ne sont pas dus au dysfonctionnement du système électoral. Nous sommes d'accord, mais pour revenir à Kaontal. Voilà, c'est cette analyse-là qui m'amène donc à un moment donné à faire asseoir, par exemple, le leader du MDP. Le MDP, c'est le Mouvement pour la démocratie et le progrès, qui est le parti que Samuel Eboa avait fondé et dont il a assuré la direction pendant un certain nombre de temps avant de décéder. Son fils, Alain Eboa, a le mérite d'avoir maintenu ce parti vivant au moment où beaucoup de partis sont nés dans les sacs et sont morts dans les sacs. Il y avait dans nos assises Madame Abiba qui venait pour le compte de l'UPC, dont elle était à ce moment-là la présidente. Et je dois d'ailleurs vous révéler que le mot Kaontal, qui est un mot fulbé, a été donné, ce nom a été donné par Madame Abiba, parce que après la fin de nos travaux, on cherchait comment nommer ça, comment nommer cette stratégie. Il y avait les Douala qui avaient proposé Moulatako, ainsi de suite. Et puis, elle nous a dit, mais mettons Kaontal, il y a eu les frères Fada Kaontal, qui était un groupe de musique. Oui, qui existe toujours. Qui existe toujours, autant bien, c'est tant mieux. Donc, Fada Kaontal, ça voulait dire quoi? Les frères unis, les frères qui sont ensemble. Et on a retenu le mot Kaontal pour désigner une stratégie qui voudrait que, allez-y, premièrement, qu'on reconnaisse que toutes les formations politiques dites de l'opposition n'ont pas individuellement les moyens d'évincer le RDPC, qu'il fallait changer notre lecture des forces et des faiblesses du régime que nous combattons, qu'il fallait accepter une idée très difficilement acceptable au sein des opposants qui se prennent pour les vrais opposants, qui est que le RDPC est éminemment résilient, qu'il a une inertie terrible. Vous savez, chez nous, les physiciens, l'inertie, c'est la capacité à résister au mouvement. Quand vous voulez mettre un corps en mouvement, son poids, par exemple, vous empêche. Vous devez, s'il y a un sac de riz ici maintenant, pour le soulever, vous devez exercer une certaine force. C'est ça qu'on appelle l'inertie, la résistance au changement. Le RDPC résiste au changement qu'on veut imposer. Cette résistance-là, nous devons l'admettre. Nous devons nous rendre à l'évidence que le RDPC est fort.
Et cette force a des éléments objectifs structurants. L'un de ces éléments, c'est l'implantation du RDPC. Justement, à propos, permettez-moi de vous relancer sur cette question parce que vous m'offrez justement une très belle perche là pour l'aborder. J'aurais dû l'aborder de toute façon. Nous avons reçu ici Cabral Libby, je vous le disais avant vous, et qui était revenu justement sur il a appelé, je crois, à ce refrain qui voulait que si l'opposition aujourd'hui n'est pas unie, elle ne peut pas renverser le régime en place. Et je vais dire de façon peut-être triviale, le RDPC. Il estimait que c'était un refrain qui ne participait pas à permettre à l'opposition d'être forte et qui participait peut-être de façon à désunir cette opposition-là, parce que pour lui, il ne faut pas forcément une opposition unie pour faire face au RDPC. Et il avait pris par exemple, mais le cas sénégalais, la dernière élection présidentielle sénégalaise, vous en savez bien sûr, vous l'avez suivi, 17 candidats, des vainqueurs qui viennent de l'opposition. On avait un président sortant qui avait toute la machine derrière lui. Que pensez-vous de cette lecture de Cabral Libby, et même pas que, hein, parce que c'est également ce que pensent beaucoup de leaders de l'opposition aujourd'hui. On n'a pas besoin d'être unis forcément pour renverser le RDPC ou alors le régime en place. Alors, c'est une vision extrêmement simpliste de la vie politique qui me donne l'impression que c'est un novice qui parle. C'est un novice qui parle, qui n'a pas une grande expérience de ces batailles-là, parce que, premièrement, nous avons déjà échoué à 17 élections face au RDPC. 17. Dans ces 17 élections, celle où l'opposition a fait le meilleur profil, c'est celle où un ensemble de leaders se sont solidarisés à un candidat. C'est l'élection présidentielle de 92, qui a le mérite d'avoir été précédée par les élections législatives, où les partis sont allés chacun pour son compte personnel. Et nous avons vu comment, parce que les partis sont allés pour leur compte personnel, nous avons loupé le coach. Le nombre de députés de l'opposition était de 92. Le nombre de députés du RDPC était 88. Mais l'ensemble des députés de l'opposition ne s'est pas montré capable de dépasser leurs considérations personnelles pour placer au-dessus l'intérêt supérieur qui commandait à ce moment-là qu'ils se donnent la main pour former une majorité de gouvernement. Et du coup, le RDPC en a tiré profit et il a survécu à la bourrasque qui devait l'emporter. Et après cette élection, évidemment, les leçons n'ont pas été tirées. Comme toujours, les leaders de l'opposition ne se sont pas parlé. Ils n'ont pas fait leur aggiornamento. Chacun n'a pas réfléchi sur comment on a fait pour rater cette opportunité qui risque de ne plus revenir. Et le cas sénégalais, Albert Limbiloubé, il ne vous parle pas. Comparaison n'a jamais été la raison. Nous sommes d'accord. Mais jamais. Parce que quand vous comparez des événements ponctuels, vous oubliez le contexte qui leur donne naissance. Le Sénégal a une vieille culture de dialogue entre les forces politiques. Abdoulaye Wade a échoué aux élections présidentielles, y compris tous les autres partis de l'opposition, sous Senghor, sous Abdou Diouf, jusqu'à la réalisation d'une unité d'action. Quand on parle d'unité d'action, les esprits mal préparés parlent d'union de l'opposition. Il n'y a pas d'union de l'opposition. Personne ne veut que l'opposition devienne un seul parti. Il faut que ce soit clair. Surtout ceux qui veulent absolument se justifier. Avant de continuer, je dis, mais vous n'êtes pas obligé de vous justifier. Vous pouvez dire courageusement aux Camerounais, moi je veux pas d'unité. Je fais seul, j'y vais seul. Point barre.
C'est clair, ça aussi net et précis. Donc, ne faites pas des comparaisons pour essayer de convaincre je ne sais pas qui que vous êtes bien fondé de ne pas aller dans des stratégies d'union. Mais Abdoulaye Wade, pour qu'il puisse vaincre pour la première fois, Abdou Diouf est arrivé au pouvoir, il a dû réaliser une coalition avec d'autres partis qui étaient dans la scène politique depuis toujours. Andjef de Landine Savané, la Ligue démocratique, la LDMPT d'Abdoulaye Bathily et bien d'autres. Vous savez que le paysage politique sénégalais, c'est ma deuxième nation d'adoption. Donc, c'est un milieu que je connais et je suis souvent un peu peiné de voir la légèreté avec laquelle les gens regardent les événements. Alors, est-ce que se focaliser justement sur cette vision, ces stratégies que vous avez de comment renverser le régime de Yaoundé, cette stratégie de voir l'unité, vous avez dit l'union, l'unité d'action. Est-ce que se mettre ensemble pour agir. Est-ce que se focaliser seulement sur cet aspect, ce n'est pas également rouler pour le régime de Yaoundé en essayant de faire croire que seul ce n'est pas possible? Est-ce qu'on ne peut pas avoir un parti de l'opposition aujourd'hui qui renverse ce régime-là? Est-ce que dire que ce n'est pas possible, ce n'est pas justement participer à affaiblir l'opposition? Ça, c'est des raisonnements très, très puérils. Est-ce qu'on ne peut pas avoir un parti d'opposition? Qui empêche un parti d'opposition? Mais vous faites partie de ceux qui disent que c'est impossible. Non, je ne dis pas que c'est impossible. Je ne dis pas que c'est impossible. Alors, c'est possible. Je dis qu'ils ne sont pas capables. Je ne dis pas que c'est impossible. C'est différent. Chacun crée son parti. Chacun le rend plus ou moins fort. L'histoire des partis politiques nous montre que tous ont évolué de façon décroissante. Ça, ce sont les faits. Les partis politiques du Cameroun, de l'opposition. Oui, les partis politiques de l'opposition. L'UNDP, qui est actuellement le parti le plus puissant de l'opposition, a 7 députés. Il a commencé avec 63. Vous voyez, il était tout à côté de la majorité, qui est 91. Il n'a pas augmenté pour passer à 70, etc. Il est redescendu. Le SDF a commencé à 48 députés, si je ne me trompe pas. 70 communes sur les 360 communes qui existent au Cameroun. Le SDF a commencé à 70 communes. Il n'est pas passé à 71. Tous les autres partis, l'UPC a commencé à 18 députés. Elle n'est pas passée à 19, 20, 30, 40. Mais on interdit à personne de dire, moi, je rêve que je vais commencer ici et que je vais augmenter. Le destin normal d'un parti politique, c'est d'accroître ses gains politiques. On se rend tout simplement compte que aucun d'eux n'est parvenu à accroître ses gains politiques. Certains ont diminué jusqu'à disparaître même de la scène. Alors, deux choses l'une. Ou bien, les pourfendeurs de notre raisonnement veulent tout simplement qu'on entre dans une espèce d'hypocrisie avec eux pour refuser de dire la vérité et laisser que les gens vivent dans un mirage. Au risque, nous sommes déjà à 17 échecs, au risque de passer à 20, 30, 40, 50, 70 échecs. Je ne sais pas si ceux qui refusent de reconnaître les échecs rendent service à l'opposition. L'opposition, madame, l'opposition échoue. Que vous ayez envie de le reconnaître ou pas, la vérité, c'est qu'elle échoue. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que vous faites justement partie de cette opposition qui affaiblit ce que ces personnes appellent la vraie opposition? Par vos différentes sorties. Ils sont très simplement des menteurs. Ils mentent parce que la vérité montre que c'est l'échec qui affaiblit. Comment vous pouvez, quel est le raisonnement logique? Attendez-moi terminer. Quel est le raisonnement logique qui peut faire croire à Madame Bichara que si j'échoue le probatoire 50 fois, je vais le passer parce que je l'ai échoué plusieurs fois? Quel est ce raisonnement-là? Il s'appuie sur quoi?
La récurrence des échecs a pour effet d'émousser tout, fatigue, énergie perdue, désespoir, tout rentre dedans de nature à ne jamais prédisposer ni les électeurs, ni les candidats, ni les organisations politiques à la victoire. Et j'entends des gens venir dire que ah oui, quand vous rappelez aux gens qu'on échoue, vous prédisposez les gens à l'échec. Quand on rappelle aux gens qu'ils échouent, on leur rappelle la réalité. Deuxièmement, c'est parce qu'ils connaîtront bien cette réalité qu'ils peuvent élaborer des stratégies pour la contourner et aller de l'avant. Le contraire n'existe pas. Il est une vue erronée de l'esprit. C'est une fiction de croire que si on ne dit pas aux gens qu'ils échouent les élections, ils sont en train de les gagner. Très bien. Abel Biloba, est-ce que c'est parce que justement vous avez identifié cet échec chronique de l'opposition? Non, il n'est pas chronique, il est récurrent. Récurrent. Voilà. Il revient tout le temps. Récurrent justement dans l'opposition, que vous avez du mal à vous recaser. Après le SIF, nous sommes en 2016, il me semble. 17. Je suis parti en 2017. 2017 précisément. Vous êtes pas recasé, aucune offre politique ne vous séduit, aucun parti ne vous appelle. Comment comprendre aujourd'hui que vous soyez sans parti? D'ailleurs, il faut que je vous le dise, lorsqu'on a dit homme politique, lorsqu'on a annoncé cette émission, il y a des personnes qui se sont demandé, mais homme politique, sur quoi est-ce que vous basez pour dire qu'il est un homme politique? Un homme politique doit militer dans un parti. Non, c'est faux. Un homme politique ne milite pas forcément dans un parti. Mais un homme politique va toujours aux élections. Et je vais toujours aux élections. Oui. Je suis déjà allé aux élections 3 fois. En 2007, j'ai été élu. En 2013, j'ai été élu. En 2020, j'étais encore aux élections. Tous ceux qui parlent là, 90% d'entre eux ne vont pas aux élections, mais ils se considèrent quand même comme des hommes politiques. Alors, pourquoi vous n'avez pas Alors, je n'adhère plus à des partis politiques parce que justement, la pertinence de la réflexion qui a permis d'aboutir à l'élaboration de la stratégie cautale montre que ce n'est pas le parti politique qui fait gagner. Vous savez, le SDF a eu toutes sortes de militants dont la plupart étaient de simples lanceurs de pierres, mais qui se sont retrouvés élus. Parce que à cette époque-là, même si on prenait un chien, on lui mettait la plaque SDF sur la figure, les gens votaient. Vous voyez bien que ça n'a pas de sens. On ne votait ni la pertinence des candidats, on ne votait pas un programme, on votait des individus au seul motif qu'ils appartiennent au SDF. On identifiait tous les candidats à John Frundi. Lorsque John Frundi, l'admiration que les gens avaient pour lui s'est émoussée, le SDF a cessé de gagner. Le sort du SDF était donc lié à John Frundi, mais pas à la pertinence des candidats. C'est ça le débat. Il n'y a pas de pertinence aujourd'hui pour vous dans un parti de l'opposition pour que cela vous convainc de rejoindre l'une de ces formations. L'une des analyses qui fondent le développement de la stratégie d'union aux élections, faire des listes d'union, pas unir les partis politiques. Non. Les gens qui veulent galvauder parlent de l'union des partis politiques. Oh, je suis une victime du parti unique. Je n'ai aucune envie de revenir dans le parti unique. Mais la cause de nos échecs, c'est la dispersion du vote contestataire. C'est-à-dire que nous avons étudié le phénomène électoral. J'ai remarqué, par exemple, dans Douala 5, où j'étais installé, que en 2013, aux élections municipales législatives de 2013, notamment les élections comme c'est un scrutin couplé, on avait à peu près 410 ou 420 bureaux de vote dans la circonscription, dans la commune de Douala 5. Seulement. À peu près 400 bureaux de vote. Est-ce que vous savez que le RDPC était premier dans 380 bureaux de vote? Non. Le RDPC était premier dans 380 bureaux de vote.
Et en même temps, l'ensemble des votes qui n'étaient pas favorables au RDPC étaient de 52 jusqu'à 60 quelque chose dans certains bureaux de vote. C'est-à-dire que ceux qui entrent dans le bureau de vote, en grand nombre viennent voter contre le RDPC. Mais c'est lui qui s'en sort. Pourquoi? Parce que quand il y a 200 personnes qui viennent voter dans un bureau de vote, 50 votent le RDPC, qui a un électorat constant. Puis les 150 restants votent 45 pour le SDF, 32 pour l'UPC, et ainsi de suite. Vous trouvez donc que les 150 voix qui se sont exprimées contre le RDPC se sont éparpillées dans une kyrielle d'escarcelles, au lieu d'aller dans un même sac au profit du renversement du RDPC. Et du coup, le RDPC, lui, avec ses 50 électeurs, gagne. Très bien. D'accord? C'est très important qu'on insiste sur cet aspect des choses. On a compris. Je vais aller un peu plus encore au fond. Parce que l'analyse de ces données révèle des choses extraordinaires. L'analyse de ces données révèle la nécessité de savoir pourquoi les gens votent. Est-ce qu'ils votent parce que le bilan est mauvais? L'analyse nous montre que non. Vous voyez, vous avez 150 personnes qui viennent voter. Mais vous avez 50 qui vont voter ceux dont nous disons qu'ils ont un mauvais bilan. Et c'est eux qui gagnent. C'est les 50 là qui font gagner leur cas. Il y a un paradoxe. Tu as 150 personnes qui disent que le bilan est négatif, mais ce n'est pas les 150 personnes là qui gagnent. Il faut que les gens qui parlent sur cette question-là réfléchissent. Tu vois? Bon. Donc, l'analyse des causes d'échec a donc montré que la dispersion de nos voix est essentielle, est la cause essentielle. Première chose. Deuxième chose, très important, il faut que vos auditeurs, téléspectateurs le comprennent. Est-ce que vous savez que aux élections législatives, en 2013, sur les 85 circonscriptions que le Cameroun a, aucun parti de l'opposition n'était présent dans les 85 circonscriptions. Vous avez vérifié dans les 96? Oui. Est-ce que c'est compliqué? Vous prenez la liste des candidats. La liste des candidats est dans le Cameroun Tribune de l'époque, de 2007. Moi, j'ai ça. On peut consulter ça chez moi. La liste des candidats est dans le Cameroun Tribune de 2013. La liste des candidats est même dans le Cameroun Tribune de 2020, au moment où Hélène Kama finit de faire le traitement des listes. C'est pas des données cachées. Sauf que c'est des données que les gens ne prennent pas la peine d'examiner. Une fois qu'on est sorti des élections, on a un narratif bien rodé. Oh, le RDPC a fraudé. Oh, le RDPC. Non. Très bien. Pas du tout. Alors, on va continuer à Bel et Bilo. Bon, je reviens. Laissez-moi terminer sur ce petit détail. Est-ce que vous savez que sur les 85 circonscriptions aux législatives dans tout le Cameroun, en 2013, il y avait 14 circonscriptions où il n'y avait aucun parti de l'opposition. Le RDPC on a compris. Les 14 circonscriptions là, en 2013, représentaient 29 députés. C'est-à-dire qu'avant que la campagne électorale ne commence, le RDPC avait déjà gagné 28 députés. Très bien. Alors, on a compris. Laisse que j'ajoute un détail. On va s'arrêter là. Laisse que j'ajoute ce détail. Il y a d'autres aspects. Non, c'est important. En 2020, le nombre de partis absents dans toutes les circonscriptions a évolué. On est parti de 14 circonscriptions où tous les partis de l'opposition étaient absents pour passer à 17. Et les 17 là représentent 32 députés. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus on crée des partis, moins ces partis sont capables de mener le combat. Et de mener le combat. Et ça, alors, j'aimerais qu'on aborde une autre partie, un autre aspect de vos positions, de vos opinions qui dérangent. Alors, je vais la poser tout simplement. Nous sommes sur l'écran où on se dit tout, sans langue de bois. Est-ce que vous êtes baniphobe?
Abel Ilimiloube. Non. Est-ce que vous êtes bamiphobe? Vous savez, il y a quelque temps, vous avez fait la une de certains journaux où on a estimé que vous étiez tribaliste. Est-ce que vous avez un problème avec cette communauté? Non. De vous à moi? Non, non. C'est des réactions épidémiques des ennemis de la vérité. Vous savez, quand on vous dit des choses qui ne vous plaisent pas et que vous n'avez pas d'argument à opposer pour démontrer que ce qu'on vous a dit ne méritait pas d'être dit. Mais vous dites beaucoup de choses qui ne plaisent pas à cette Oui, communauté. mais Pourquoi seulement je viens de vous dire que... Pourquoi seulement cette communauté? Non, je viens de vous dire que le rôle de la vérité n'est pas de plaire. Les gens veulent que les discours politiques leur plaisent. Je n'appartiens pas à cette école. Surtout que mon camp, qui est celui de l'opposition, est en crise. Vous ne faites pas de fixation sur cette communauté? Pas du tout. Je révèle les faits. Je vous donne un exemple. Rapidement. Le littoral a 19 députés que le chef de l'État a donné au littoral. 9 sont occupés, attribués. Chaque région a le littoral à 19, le centre à 28, l'extrême nord à 29, le nord à 12, la Damawa à 10, le sud à 11, etc. Allez-y. Sur les 19 sièges du littoral, qui doivent permettre, comme c'est le cas dans toutes les autres régions, que les communautés constitutives de la nation soient représentées à l'Assemblée. Parce que l'Assemblée nationale n'est pas la représentation de la population. Puisque vous savez que dans la population, vous avez des Sénégalais, ils ne sont pas représentés. L'Assemblée nationale est donc autre chose. C'est quoi? C'est la représentation nationale. Tout le monde est d'accord avec le terme. Nous sommes d'accord. Représentation nationale veut dire quoi? Représentant des communautés. Représentant des communautés constituant cette nation. Ça veut donc dire que si je regarde une situation comme celle du littoral, 19 sièges attribués, 9 sont occupés par des gens qui ne sont pas du littoral. Comme ils occupent ces sièges-là, ils occupent les sièges qui étaient réservés aux communautés qui sont constitutives de la nation, qui se trouvent dans l'aire géographique du littoral et qui doivent être présents à l'Assemblée nationale. Est-ce que ces personnes qui occupent ces sièges ne sont pas dans le littoral? Est-ce qu'elles elles sont peut-être pas natives du littoral, mais elles sont dans le littoral? Peu importe où elles sont, l'endroit où tu te trouves n'est pas un élément déterminant pour les élections législatives. Dans le dossier de candidature. Ça devrait être l'endroit où on est natif. Vous parlez de ce qui devrait. Moi, je vous parle de ce qui est. Je dis ça. Dans le dossier de constitution. Il faut être natif. Non, pas du tout. Même vous, Bichaga, vous pouvez vivre même en France et être candidat. Oui. Dans le dossier de constitution. Alors, nous sommes d'accord, c'est ce que je dis. Non, nos téléspectateurs, je doute qu'ils le sachent. C'est ce que je dis. Dans le dossier de constitution, dans la constitution du dossier de candidature aux élections législatives, il n'y a pas le certificat de résidence. Mais on dit la même chose. Pourquoi est-ce que cela pose problème? Ça veut donc dire que le fait de résider ou de ne pas résider n'est pas l'élément déterminant qui légitime une candidature. Ce qui légitime la candidature, c'est l'appartenance à la communauté qui doit être représentée. Est-ce qu'il y a un document dans cette constitution de dossier qui oblige la personne à appartenir à cette communauté? Puisque vous évoquez la constitution des dossiers. Non plus, sauf que, dans le code électoral, que j'ai ici, que je peux vous montrer. Nous n'avons plus beaucoup de temps à voilà. Donc, dans le code électoral, vous savez ce que dit le législateur? Parlant des scrutins de liste. Dites-nous. La liste des candidats doit tenir compte de la composition sociologique de la circonscription. La liste. La liste des... Parce que c'est un scrutin de liste. Nous sommes d'accord. On intime aux partis politiques l'ordre selon lequel ils doivent veiller à ce que la liste des candidats qu'ils présentent reflète la composition sociologique. Pas de la population, mais de la circonscription. Donc, il s'agit de surveiller, de veiller à ce que un espace et ceux qui sont les occupants natifs de cet espace soient représentés dans cette liste. Moralité,
Quand je prends le cas du littoral, sur les 19, je vous ai dit qu'il y a 9 qui ne sont pas originaires du littoral. Qu'ils vivent au littoral ou pas. Ils ne sont pas originaires du littoral. Qui sont-ils? Il y a un qui est originaire du sud-ouest, c'est Joshua aussi. Il reste 8. Les 8 là sont tous originaires de l'ouest. Ce sont les faits qui sont comme ça. Et vous pensez que c'est ce qui vous vaut cette, on va dire, cette appréhension, ce qui vous vaut cette appréhension non, de la part des ressortissants de ce que ça me vaut, ce n'est pas l'animosité. J'ai pas voulu utiliser animosité. Non, laisse-moi, j'utilise. J'ai pas voulu dire ça. Ce n'est pas l'animosité des bêtis. Ils ne sont pas concernés. Il fut même un temps où ils étaient concernés. Onankono est un bêtis. Il était député à Vouri Sud. D'accord? Vouri Sud, c'est quoi? Vouri Sud, c'est le canton belge. Et donc, vous n'avez aucun problème avec ces communautés. Non! Même si vous revenez très souvent, on n'aura pas le temps de revenir très souvent. Oui, parce que les gens, comme ce qu'ils me reprochent, c'est de révéler des choses, des situations d'injustice dont ils profitaient. Et ils voient que la révélation de ces situations d'injustice-là va amener les gens qui sont victimes à revendiquer leurs droits. Or, que nous dit la Constitution? L'État préserve les droits des populations autochtones. Parmi ces droits, le droit à la représentation. Très bien. Vous savez, aujourd'hui, sur les 8 qui sont originaires de l'Ouest, qui occupent les sièges des députés au littoral, il y a une Bamoun, présentée justement par le parti de Cabral Libye, qui parle de fédéralisme communautaire, donc je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Et les 7 autres sont Bamileke. Il y a donc un Bamoun, il y a un Bamileke. Et les 7 Bamileke là, il ne faut pas croire qu'ils sont de l'opposition. Ils sont 5. Ils sont 5 pour le RDPC. Et c'est une spécificité, je l'imagine, de la région du littoral. C'est la seule région qui fait face à une telle injustice. Abel Emile, on va... Je termine en posant la question. Là où le RDPC investit dans le Mungo Nord, le président de la République a donné au Mungo Nord 3 sièges pour être représenté à l'Assemblée. Le Mungo Nord part de Mélon jusqu'à Loum. 3 sièges. C'est le pays des Bakaka, des Bonkeng, des Bafoun, des Mbo. Nous arrivons. Vous savez que parce que 3 sièges, 2 sont occupés par les Bamileke, Sime et Ngancham. Moralité, pas de ballon à l'Assemblée nationale, pas de Bonkeng à l'Assemblée nationale, pas de Bafoun à l'Assemblée nationale, pas de Mbo à l'Assemblée nationale. Si c'est une situation de justice, qui voudrait que les Bamileke ont déjà leurs 20 sièges à l'ouest, qui ne partagent avec personne, il faut qu'ils viennent prendre encore 2 sièges dans le Mungo Nord et 2 sièges dans le Mungo Sud, un siège dans le Vouri Ouest et 3 sièges dans Vouri Est, qui en a 4. Vouri Est, c'est 3 cantons. Ce ne sont pas des propos de nature à participer à la haine, à pas du tout. Comme si ça, je dis ce que ne sont pas des si propos conflictogènes. Non, ils sont conflictogènes chez les gens qui aiment l'hypocrisie, qui aiment le faux. Parce que ce qui est stabilisant, c'est que ces peuples qui ont droit à la représentation nationale soient représentés. Un point, un trait. Abel, on va bientôt refermer cette émission. C'est assez passionnant. Ah, déjà? Oui, bien sûr. C'est 52 minutes en principe, un peu plus de 45. La prochaine fois, on aura le temps de revenir. Je devrais en avoir 2 heures. Non, mais on peut revenir une deuxième fois. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez revenir. Il y a beaucoup de choses dont on doit parler. On voulait revenir également sur votre combat foncier. Bon, on n'a pas beaucoup de temps. Voilà autant de choses. Oui, revenir sur votre combat foncier.
commencer. Peut-être en une minute, pourquoi vous avez choisi ce combat-là, le combat de la terre. Vous passez beaucoup de temps à être, on va dire, le porte-étendard de la communauté Sawa sur ce combat. Pourquoi avoir choisi ce combat particulier, celui de l'expropriation des terres, surtout lorsque ça concerne le peuple Sawa? Bon, rapidement, en une minute. Il ne s'agit pas d'expropriation. L'expropriation, c'est quand l'État prend pour ses besoins. C'est ça l'expropriation. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de la prédation qui se fait au nom de l'intégration, mais dont la conséquence est la privation de l'espace vital des populations autochtones. Vous, madame, vous êtes Bassa? Dans le concept, dans la manière dont la société camerounaise est organisée, le droit foncier au Cameroun, vous, madame Bichaga, où l'État vous reconnaît une propriété et est prêt à vous donner une empreinte, une emprise du territoire national comme étant votre propriété foncière pour que vous puissiez vous y construire. C'est là où vous êtes autochtone. Très bien. Ça qui est dans le texte qui définit la manière d'obtenir un titre de propriété qu'on appelle le décret de 2005. C'est un décret de 76 modifié en 2005 qui définit les conditions d'obtention du titre foncier. Malheureusement, ce décret dit que vous, madame Bichaga, vous pouvez avoir accès à un titre foncier par ce qu'on appelle l'immatriculation directe. C'est l'État qui vous donne. Là, vous êtes autochtone. Ailleurs, vous achetez chez quelqu'un qui est propriétaire. Au littoral, la déformation, les dysfonctionnements de l'administration ont permis à des gens qui ne sont pas des littoraliens d'obtenir des terres par immatriculation directe. Et il ne s'agit pas de petites quantités de terres. Il s'agit d'énormes quantités comme le problème foncier évoqué à la suite de cette affaire de M. Wandje, mais il y a plus récent. Très bien. Par exemple, dans le camp, est-ce que vous savez qu'un certain Manfo, est-ce que vous savez qu'un certain Manfo Moïse s'est donné 5000 hectares? On n'a plus le temps, Abel Bilobé, de revenir sur tous ces dossiers. Et je vous le disais, l'écran ouvert, vous reviendrez la prochaine fois, comme vous voulez. On va terminer, parce qu'il ne faut pas passer avec ce petit passage obligatoire, justement parce qu'on ne peut pas poser toutes les questions. Oui. Les questions, on termine souvent avec ce petit passage. C'est les dernières questions qu'on vous demande de choisir, et vous allez choisir rapidement sur ces bouts de papier que vous allez me remettre. Comme ça, c'est les dernières questions que j'aurais dû vous poser. Je les rassemble et puis on choisit comme ça au hasard celles que je vous pose. On va prendre, vous avez choisi vos préférences. Voilà, c'est assez cool, comme on dit. Alors, est-ce que vous avez un artiste préféré, en un mot? Un artiste préféré, musicien, c'est qui? À toutes choses égales par ailleurs, Totogio, Manu Dibango, ouais. et voilà, ils sont nombreux. Alors, l'homme politique camerounais que vous admirez dans ces 20 dernières années? On va laisser tomber. Et il y en a très peu. Pourquoi? Parce que les comportements de ces hommes politiques se dégradent au fur et à mesure. Très bien. On va passer rapidement. Une citation qui vous inspire. Ah, ça c'est très important. Paul Biya dit dans son discours de 2013 à la Nation, nous sommes un peuple d'individualistes, plus préoccupés de réussite personnelle que de l'intérêt général. Ah, c'est pour ça que les leaders politiques n'arrivent pas à se mettre à ça. Ah, cette citation du président de la République. Oui. Tu sais pourquoi? Non. Il nous gère depuis 43 ans. Avant d'arriver là, il a été haut fonctionnaire de 62 jusqu'en 82. Combien d'années? Plus de 20 ans, n'est-ce pas? Donc, au total, depuis 60 ans, 62 ans, il nous gère. Dieu seul sait s'il y a quelqu'un d'autre qui nous connaît mieux. Et nous terminons par cela, un objectif que vous n'avez pas encore atteint, mais que vous espérez atteindre avant de quitter ce monde, Abel Bilobé. Permettre, ici, en 2025, aux candidats qui se prononcent là à l'emporte-pièce de s'asseoir. Parce que nous sommes à un moment essentiel. Le président du RDPC, dans tous les esprits,
le bon sens commande qu'il ne se présente pas. Et qu'il mette quelqu'un d'autre de son camp. Pour peu qu'on considère qu'en 42 ans, il a travaillé avec des gens, il a formé des gens ont été des ministres plus de 20 ans durant. Ces gens auraient dû être capables de succéder au président Biya en lui disant « Papa, camarade, grand frère, grand-père, etc. repose-toi, nous allons continuer ton œuvre. » Ils ne sont pas capables de le faire, ce qui est un drame, parce que ça montre qu'il y a un problème dans notre fonctionnement, n'est-ce pas? Mais en face d'eux, tu as une kyrielle d'opposants qui sont tous extrêmement faibles chacun. Merci. La solution, c'est que nous parvenions à leur dire, premièrement, il n'y a pas que le poste de président. Merci, si nous gagnons, il y aura le poste de premier ministre. Merci. Si nous gagnons, il y aura le poste de président de l'Assemblée. Si nous gagnons, il y aura le poste de président de groupe parlementaire. Si nous gagnons, il y aura le poste de ministre. Pourquoi vous vous battez seulement sur le poste de président au risque de tout échouer pour que tout le monde échoue? Merci à Belel Mbilobé d'être venu dans cette édition de l'écran. C'était un plaisir. On vous recevra prochainement, si vous le voulez bien, pour parler des autres sujets qui vous concernent et qui concernent également la vie politique du Cap. C'était notre invitation et bonne continuation. Merci beaucoup. Si vous n'existiez pas, il aurait fallu vous créer pour permettre que la diversité d'opinions se prenne corps dans notre société, que les dépositaires de la pensée unique, parce qu'on croit que c'est seulement le RDPC. Dans l'opposition, il y a des gens qui pensent que quand il a parlé, personne d'autre ne doit plus rien dire. Même si ce qu'il dit est faux du matin jusqu'au soir. C'est le cas par exemple de M. Maurice Kamto. J'espère que vous n'allez pas censurer. Merci beaucoup. C'est la fin de cette édition de l'écran. Merci à vous de nous avoir suivis. Continuez de vous abonner sur nos différentes plateformes et sur notre chaîne YouTube. On se retrouve la prochaine fois avec un autre invité pour parler d'autres sujets. D'ici là, faites des tours sur nos plateformes, sur Ozone, sur Facebook. Suivez l'information, ne manquez rien de l'essentiel. Merci à tous ceux qui nous soutiennent depuis le début de cette aventure. Bonne continuation sur nos plateformes et à la prochaine.